Merci et bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nouveau à l'Athénéum de Philadelphie de nous recevoir. Et cette présentation se fera en français à débit lent, in slow French, afin de permettre au plus grand nombre de me suivre sans difficulté. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour le second volet de notre série sur le marquis de Lafayette. Après Lafayette et la guerre d'indépendance américaine, nous allons le suivre lors de la Révolution française, puis sous le Premier Empire. Et dans 6 semaines, lors du troisième et dernier volet, nous parlerons du marquis sous la Restauration et jusqu'à sa mort en 1834. Mais revenons au sujet qui nous importe aujourd'hui. La fin des années 1780 marque une période de trouble en France. Le marquis va y jouer un rôle important. En 1787 et 88, il participe à ce que l'on appelle l'Assemblée des notables. Cette assemblée consultative, convoquée par Louis XVI, regroupe le clergé et la noblesse, mais aussi quelques officiels des plus grandes villes françaises. Au total, 147 personnes. Elles vont s'atteler à trouver une solution à une crise majeure, le déficit financier abyssal du royaume. La dette s'élève à un tiers du budget total des finances du pays. La guerre d'indépendance américaine a coûté très cher à la France, mais n'a rien rapporté financièrement. Pire encore, le petit âge glaciaire, une période climatique qui engendre une succession de mauvaises récoltes, affame le peuple. Afin de renflouer le trésor royal, un nouvel impôt est alors envisagé par Charles de Calonne, l'impopulaire ministre des Finances. Il souhaite imposer une taxe aux propriétaires terriens. Et il fait face, bien sûr, à une fronde des aristocrates et du clergé. La réforme souhaitée par Calonne va donc échouer. Louis XVI contraint le démet de ses fonctions. Le royaume s'enfonce dans la crise. En mai 1789, le roi n'a alors qu'une alternative, convoquer les États généraux. Ils sont composés du clergé et de la noblesse, bien sûr, mais cette fois, une voix est donnée aux tiers États, c'est-à-dire à la société civile. Elle peut donc, elle aussi, s'exprimer. Lafayette s'enthousiasme et il se met à rêver d'une réforme complète du régime. Le 9 juillet 1789, les États généraux accouchent d'une nouvelle assemblée, dite Assemblée constituante. Le marquis en devient le vice-président. Et bien vite, la spirale infernale qui va mener à la Révolution va s'enclencher. Le 14 juillet 1789, la prison de la Bastille, symbole de l'oppression royale, tombe. Alors pour la petite histoire, Lafayette, qui en possède désormais la clé, la remet à un révolutionnaire américain, Thomas Paine, afin de l'envoyer en cadeau à son ami George Washington. La clé demeure d'ailleurs à ce jour au mont Vernon, en Virginie. Le royaume semble maintenant se diriger vers la fin
du système absolutiste. Le rêve de Lafayette, une monarchie constitutionnelle avec une assemblée élue par le peuple, semble enfin accessible. Cependant, le clergé et la noblesse sentent leur pouvoir vaciller et s'opposent à cette perspective. Et dès les premiers mois de 1790, Lafayette, inquiet du pouvoir grandissant de révolutionnaires radicaux, comprend soudain qu'un danger guette la France. Pragmatique, il finit par se rapprocher de Louis XVI, car il perçoit que parmi les révolutionnaires, une idée fait son chemin, l'abolition pure et simple de la monarchie. Et de cela, le marquis ne veut pas, car par-dessus tout, il craint le chaos et la guerre civile. Alors, le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, Lafayette préside à la fête de la Fédération. C'est une grande célébration qui est censée symboliser la réconciliation du roi avec la nation française. Au cours d'une cérémonie grandiose, Lafayette apparaît en grand uniforme sur un cheval blanc. Il est entouré de milliers de ses gardes nationaux et il fait ovationner le roi par la foule. Mais les ultra-révolutionnaires n'ont pas dit leur dernier mot, car un an plus tard, le climat a bien changé. En août 1791, l'Assemblée constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte fondamental, à la rédaction duquel participe Lafayette, détaille un ensemble de droits individuels inaliénables. Le roi n'est donc plus omnipotent. Pour sa part, Louis XVI, surveillé dans son palais des Tuileries, craint que le pouvoir lui échappe, car les républicains se font de plus en plus véhéments. Les 20 et 21 juin 1791, il fuit la capitale. Il tente alors de rejoindre le bastion royaliste de Montmédy, en Lorraine, d'où il espère lancer une contre-révolution. C'est le fameux épisode de la fuite de Varennes. Le marquis lance alors ses hommes à la recherche du roi. Parallèlement, suivi par l'Assemblée, il écrit une communication officielle au peuple. Afin d'éviter la colère du peuple, il y est faussement question de l'enlèvement du roi, mais surtout pas de sa fuite. Lafayette décide également de ne pas publier la déclaration à tous les Français rédigée par Louis XVI, dans laquelle ce dernier justifie son départ de Paris. Mais l'évasion du roi et de sa famille est un échec. Louis XVI et Marie-Antoinette sont reconnus par un maître de poste dans un village où ils faisaient une halte. Très vite, ils sont rattrapés à Varennes-sur-Argonne par les hommes de la garde nationale que commande Lafayette. Lafayette organise alors le retour forcé du souverain dans la capitale et inconsciemment, il prépare le décor d'une tragédie future. Mais nous n'en sommes pas encore là. Quelques mois après l'échec de Varennes, l'Assemblée constituante accouche d'une nouvelle constitution. Nous sommes en septembre 1791.
La première expérience d'une monarchie libérale voit le jour en France. Une nouvelle assemblée, nommée Assemblée nationale législative, est élue. Louis XVI n'est plus roi de France, il est devenu roi des Français. Ce n'est donc plus un souverain de droit divin. Bien que sa succession reste héréditaire, c'est au peuple et non à Dieu qu'il doit désormais son pouvoir. Dans cette Assemblée nationale législative, le marquis est membre du Cercle des Feuillants. Le Cercle des Feuillants est un groupe de monarchistes progressistes, modérés, nés de la scission des Jacobins, qui, eux, souhaitent poursuivre la Révolution. Alors que Lafayette, lui, considère que la Révolution est terminée et qu'elle a atteint ses objectifs. Il quitte alors son poste de commandant de la garde nationale. Mais le marquis ne reste pas bien longtemps sans affectation. En décembre 1791, alors qu'il a 34 ans, il est nommé commandant des armées à Metz. C'est un poste stratégique à la frontière de la Sarre où s'active l'armée autrichienne. Cette dernière menace d'intervenir afin de rétablir le régime absolutiste du roi Louis XVI. Et le 20 avril 1792, les choses s'emballent. L'Assemblée vote une déclaration de guerre contre l'Autriche. Le marquis se retrouve donc sur la ligne de front, alors qu'à Paris, la situation s'aggrave. Il prend soudainement conscience que la vie du couple royal est menacée. Le 16 juin, il envoie une longue missive à l'Assemblée législative. Il accuse les révolutionnaires de semer le chaos dans le royaume. Il songe même à quitter Metz et à marcher sur Paris avec ses troupes. Mais beaucoup de ses officiers s'y refusent. Désavoué, il ne peut donc pas rejoindre la capitale. En juillet 1792, le duc Charles de Brunswick, chef de l'armée prussienne, écrit un manifeste qu'il adresse au peuple de Paris. Il exige que l'on redonne à Louis XVI sa liberté de mouvement. En effet, le roi est toujours sur surveillance au palais des Tuileries. Le duc précise que quiconque s'opposera à lui devra endurer sa vengeance. En fait, ce manifeste se révèle totalement contre-productif, car il radicalise un peu plus encore les révolutionnaires jusque-boutistes. Le 10 août 1792, utilisant le prétexte du manifeste de Brunswick, des agitateurs instaurent ce que l'on appelle la Commune insurrectionnelle de Paris, une sorte de gouvernement d'insurrection parisien. Et ils se lancent à l'assaut des Tuileries, où réside la famille royale. Antoine Mandat de Grancey, successeur de Lafayette au poste de commandant de la garde nationale, est brutalement assassiné. Et l'Assemblée vote la suspension de la monarchie. La famille royale est alors enfermée à la prison du Temple, au nord du quartier du Marais.
Le marquis, toujours positionné sur la frontière est du royaume, est impuissant. À la mi-août 92, il tente une fois encore de rassembler des troupes dans le but de s'opposer aux Jacobins. Mais cet effort est illusoire. Lafayette est alors déclaré traître à la nation. Lâché par la plupart de ses hommes, il sent que sa propre vie est maintenant en danger. En fait, le marquis est dépassé par les événements, car trop révolutionnaire pour soutenir un retour à l'absolutisme royal, mais pas assez révolutionnaire pour soutenir l'abolition de la monarchie. Isolé, il cherche donc à se réfugier à l'étranger. Il abandonne ses troupes et avec quelques officiers, il rejoint en civil la principauté de Liège en Belgique. Il escompte obtenir un passeport, aller en Angleterre, y faire venir sa famille et se réfugier en Amérique. Mais Lafayette est arrêté en Belgique car considéré comme un opposant au roi de France. Il est alors remis à un commandant autrichien. On l'interroge, on lui demande des informations secrètes relatives à l'armée française, mais il refuse de collaborer. Ce faisant, il choisit la prison et un avenir incertain plutôt que le renoncement à son idéal politique. De surcroît, il met aussi en danger son épouse, ses deux filles, son fils, qui, eux, sont restés dans leur château de Chavagnac, en Auvergne, qui, désormais, pourra les protéger du péril qui les guette. Après son interrogatoire infructueux, le marquis est remis aux autorités prussiennes. On le transporte à Wesel, à la frontière de la Hollande. De septembre à décembre 1792, il va passer 3 mois dans une cellule minuscule, froide et humide. Mais une fois encore, il refuse de fournir des informations militaires à ses geôliers. Il croupit donc dans son cachot. Alors, durant son incarcération, le duc de Brunswick et le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, subissent une lourde défaite face aux troupes révolutionnaires françaises à la bataille de Valmy en Champagne. Ce revers marque pour les coalisés d'outre-Rhin la fin de leur tentative d'invasion de la France. L'avenir de Louis XVI est donc de plus en plus compromis. D'autant que les choses se précipitent à Paris. Le 21 septembre 1792, la Première République est proclamée et la monarchie est officiellement abolie. L'utopie de Lafayette, une révolution apaisée aboutissant à une monarchie constitutionnelle, s'est irrémédiablement effondrée. On sépare Louis XVI de sa famille et le procès du souverain déchu va débuter. La France vient d'entrer dans les heures sombres de la terreur qui ne prendra fin que 2 ans plus tard. Alors que le procès du roi débute le 3 décembre 1792, l'armée révolutionnaire française progresse vers la Hollande. Les Prussiens vont donc évacuer prestement leurs précieux prisonniers. On transfère Lafayette à Magdebourg, en Saxe,
hors de portée des Français. Il va désormais passer 12 mois dans un cachot exigu de 2 mètres sur 3. Il est plongé dans une pénombre quasi permanente. Paradoxalement, c'est à la Prusse et à l'Autriche que le marquis doit son salut, car il ne survivrait pas à la rage meurtrière des révolutionnaires français s'il parvenait à mettre la main sur lui. Alors que Lafayette se languit à Magdebourg, les révolutionnaires votent l'exécution de Louis XVI. Le duc Philippe d'Orléans, dit Louis Égalité, cousin du roi, joint sa voix à celle des régicides. Et le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution, que l'on appelle aujourd'hui place de la Concorde. En octobre 1793, alors que la terreur bat son plein, Madame de Lafayette est arrêtée. 8 mois plus tard, en juin 1794, elle est transférée à Paris. On se prépare alors à la guillotiner. Mr. Governor Morris, ambassadeur des États-Unis en France, décide d'intervenir. C'est déjà grâce à son aide financière, je me dois de l'indiquer, qu'Adrienne de Lafayette avait pu survivre alors que tous ses biens avaient été confisqués par la Révolution. Maurice informe les autorités françaises que les États-Unis considéreraient intolérable la mise à mort de la marquise. Et il promet l'hostilité de George Washington à la cause française. Afin d'éviter un incident diplomatique, le gouvernement français recule et décide du maintien en prison d'Adrienne de Lafayette. Elle a donc la vie sauve. Pendant ce temps, la situation du marquis ne s'améliore pas. Frédéric Guillaume de Prusse se désintéresse maintenant de la France, qu'il considère comme une cause perdue. Il décide donc de se débarrasser de ses prisonniers français et de les livrer à l'empereur François II d'Autriche. Et en mai 1794, Lafayette est incarcéré à la prison d'Olmütz en Moravie. Alors pendant ce temps, en France, la grand-mère de Madame de Lafayette, la mère de Madame de Lafayette et sa sœur, qui étaient emprisonnées au Palais du Luxembourg, sont toutes trois guillotinées. La marquise est effondrée. Quelques jours plus tard, la période dramatique de la terreur prend fin, car le 28 juillet 1994, Robespierre et ses plus proches collaborateurs sont eux-mêmes exécutés pour leurs odieux méfaits. Les Français sont las des crimes ignobles de la Révolution. En 2 ans, la terreur a fait 40 000 morts. Alors pour sa part, Adrienne de Lafayette est libérée en juillet 1795. Elle le doit principalement aux efforts d'Elizabeth Monroe, l'épouse de James Monroe, émissaire américain en France et futur président des États-Unis. La marquise va immédiatement retrouver ses 2 filles, Anastasie et Virginie, qui avaient été recueillies par une tante, mais aussi son fils Georges, 16 ans, qu'elle envoie prestement en Amérique. Elle le met sous la protection personnelle de George Washington, qui va le recueillir. Quant à elle,
Elle reste en Europe avec ses deux filles, mais décide de quitter la France. Elle traverse l'Allemagne en calèche, puis se dirige vers Vienne. Grâce au consul des États-Unis, elle obtient une entrevue avec l'empereur d'Autriche. Dans un geste d'abnégation extraordinaire, elle le supplie de l'autoriser à partager la captivité de son mari à Olmütz. Et le 15 octobre 1795, avec ses filles, Anastasie et Virginie, elle est emprisonnée aux côtés du marquis. Elle retrouve alors un homme amoindri par la captivité et par la malnutrition. Alors pendant ce temps, à l'automne 1797, l'histoire, elle, mène sa marche forcée en France. Et l'on commence à entendre parler d'un jeune général victorieux, commandant en chef de l'armée française d'Italie, un certain Napoléon Bonaparte. Suite au traité de Campo Formio, Napoléon met fin au conflit qui oppose la France à l'Autriche depuis 1792. Il exige immédiatement la libération de Lafayette. Après 5 années et 1 mois d'emprisonnement, le marquis retrouve enfin la liberté. Il arrive à Hambourg et écrit au général Bonaparte afin de le remercier. Il déclare: Mes compagnons et moi sommes heureux de devoir notre délivrance à vos irrésistibles armes. Nous adressons nos remerciements au héros qui a permis notre résurrection. Et à Hambourg, ville remplie de Français, Lafayette côtoie d'anciens aides de camp qui lui remettent de nombreuses lettres de soutien venues de toute la France. Parmi ces missives, il est très touché par les mots de Madame de Staël. Elle lui écrit: Revenez en France, mon ami, vous y trouverez tous vos camarades qui vous sont tous dévoués. Lafayette, pourtant, songe à s'exiler en Amérique. Mais la mauvaise santé de sa femme, qui a beaucoup souffert des conditions de détention à Olmütz, va l'en empêcher. En octobre 1797, la famille Lafayette, sans grandes ressources financières, arrive à Wittmold, un village du nord de l'Allemagne. Tous les 4 sont accueillis dans la propriété d'Adrienne Catherine de Noailles, comtesse de Tessé, une tante de Madame de Lafayette. Les jours heureux, enfin, semblent revenir, car c'est à Wittmold que se déroule le mariage de leur fille aînée, Anastasie, en février 98. Elle épouse le comte Charles de Fay de Latour-Maubourg, ancien lieutenant des gardes du corps du roi. Quant à leur fils, George Washington de Lafayette, il est maintenant devenu un homme. Il rentre enfin de son exil en Amérique. Toute la famille est désormais réunie. Alors, quelques mois plus tard, la marquise doit impérativement rentrer en France. Elle est accompagnée de sa fille cadette, Virginie. En effet, Adrienne de Lafayette doit régler des affaires d'héritage. Le domaine de la Grange, près de Melun, ayant appartenu à sa mère guillotinée, lui revient. Mais le marquis ne peut accompagner son épouse. Il est certes libre,
mais il reste encore sous le coup de la proscription et il n'est pas autorisé à rentrer en France. Lafayette est donc toujours contraint à l'exil. Il se trouve maintenant dans la province d'Utrecht, aux Pays-Bas. Bienveillantes, les autorités néerlandaises lui offrent une petite maison dans la ville pittoresque de Vianen, au centre du pays. Il en profite alors pour reprendre une correspondance active avec son ami George Washington. Mais en France, les choses bougent. Le général Bonaparte affirme de plus en plus son autorité. Un nouveau régime voit le jour en novembre 99, le consulat. Car après 10 années sanglantes, le peuple français cherche un homme providentiel, capable de ramener la stabilité dans le pays. Et cet homme-là, c'est Bonaparte, qui prend désormais le titre de premier consul. Lafayette est très intrigué par Bonaparte. Est-il le sauveur que la France attend? Alors que le consulat vient d'être proclamé, le marquis décide de retrouver son pays. Un groupe d'amis, dirigé par l'ancien député de l'Assemblée constituante, l'influent Emmanuel Sieyès, a œuvré en sa faveur, lui procurant un passeport. Bonaparte lui interdit cependant de s'installer à Paris. Il souhaite garder Lafayette à distance, car il craint que l'aura de Lafayette ne lui fasse de l'ombre, ou pire encore, qu'il fasse barrage à ses ambitions politiques. Mais alors que le marquis retrouve la France, il apprend le décès de George Washington à l'âge de 67 ans. Pour Lafayette, c'est un chapitre de sa vie qui se referme. La mort de Washington va être le révélateur de l'ambiguïté des relations qui caractérisent le marquis et Bonaparte. En effet, en février 1800, une série d'hommages à Washington est organisée en France et c'est l'orateur Louis de Fontanes qui fait le panégyrique public du président américain. Napoléon s'assure que le nom de Lafayette ne soit pas prononcé lors du discours. Pire encore, le marquis n'est même pas invité à la cérémonie d'hommage. Alors ceci ne l'empêche pas de se lier d'amitié avec Joseph Bonaparte, l'influent frère de Napoléon. Et grâce à Joseph, Lafayette retrouve la citoyenneté française que la Révolution lui avait fait perdre. En 1802, Lafayette et sa famille s'installent de manière définitive dans le château de Lagrange-Bléneau, dans le village de Courpalais, au sud-est de Paris. Mais sa situation financière reste précaire. En effet, dépossédés de leurs biens sous la Révolution, les Lafayette ont contracté d'énormes dettes sous forme de prêts. Le temps passe. Nous voilà déjà fin 1802. Et sa relation avec Napoléon commence à se détériorer sérieusement. Peu à peu, le caractère dictatorial du régime bonapartiste se fait jour. Pour le marquis, c'est une période de grand désenchantement, d'autant qu'au mois de mai, les Français sont amenés à se prononcer
sur le renforcement des pouvoirs de Bonaparte. Ce dernier souhaite devenir consul à vie. Environ 3,5 millions d'électeurs, sur un nombre de 7 millions, participent à un plébiscite organisé par le pouvoir en place. Le résultat est sans appel. Le pour l'emporte avec 99,7% des suffrages. Et le contre, appuyé par Lafayette, ne représente que 0,3%. Cet événement consacre la rupture définitive des deux hommes. Et le 2 août 1802, le Sénat proclame Bonaparte consul à vie. Dorénavant, il a les pleins pouvoirs. Lafayette a désormais 46 ans. Son fils, Georges, puis sa fille, Virginie, se marient. Alors que sa famille commence à s'agrandir et qu'il devient grand-père, le marquis glisse malencontreusement sur une plaque de verglas. Nous sommes en février 1803. Il se casse le col du fémur. Il va désormais boiter toute sa vie et marcher avec une canne. Et à son grand regret, il aura les plus grandes difficultés à monter à cheval. À Paris, les choses bougent rapidement. Napoléon assoit son autorité. La France change de régime. C'est la fin du consulat et l'avènement du Premier Empire. Le 2 décembre 1804, Napoléon est couronné à la cathédrale Notre-Dame de Paris. De sa retraite de la Grange Bléneau, Lafayette comprend, s'il en était encore besoin, la nature autocratique du régime dans lequel son pays est plongé. Pour le marquis, l'échec est patent. Le combat qu'il a mené pour la liberté a échoué. Lui, loyal, tenace et idéaliste, doit s'incliner face à Napoléon, un stratège politique talentueux et follement ambitieux. Dès lors, Lafayette passe le plus clair de son temps à l'écart des remous politiques. Il se plaît au château de Lagrange Bléneau. Il va le transformer en une propriété qui tourne ou qui devient un véritable domaine agricole. C'est en fait la concrétisation d'un rêve de jeunesse. Car déjà, lors de ses années américaines, il avait acheté une plantation en Guyane qu'il avait perdue sous la Révolution. Puis, plus tard, une fois libéré de sa prison d'Olmutz, il avait songé à s'installer en Virginie pour y créer une ferme modèle avant d'y renoncer. Le marquis devient vite un érudit agricole. Il s'intéresse à l'agronomie et possède une bibliothèque très riche dans le domaine. En véritable entrepreneur, il se met à l'élevage des moutons mérinos, connus pour leur laine. Il se lance aussi dans la culture de la luzerne, une plante fourragère très riche en protéines. Il fait bâtir des étables et une laiterie, et il possède 50 vaches. Il élève également 150 porcs, des veras, originaires de Chine, à but reproductif. À travers une série d'achats et d'échanges de terrains, il transforme son domaine en un ensemble cohérent d'un seul tenant de 200 hectares. Il fait planter plus de 300 arbres fruitiers, il possède 3 fermes et il pratique la sylviculture. Il engrange ainsi de larges bénéfices
et il remet ses finances à flot. Sa réussite est spectaculaire. Il se lance alors dans une rénovation complète du château de Lagrange-Bléneau. Mais alors que le marquis s'adonne avec passion à l'agriculture, la santé de son épouse Adrienne, atteinte de fatigue chronique, décline. C'est lors de la nuit de Noël 1807 qu'elle s'éteint dans son château de Lagrange à l'âge de 47 ans. Lafayette perd bien plus qu'une femme, car fidèle et loyale, elle fut une confidente, un soutien inébranlable, et sa compagne de douleur lors des vicissitudes de la vie. Selon les dernières volontés de la marquise, une cérémonie chrétienne très simple a lieu. Elle se déroule au couvent de Picpus, aux abords de la capitale. Sous la Terreur, il y avait là un monastère en ruine, dans un champ abandonné. C'est à cet endroit que reposent les corps de sa grand-mère, de sa mère et de sa sœur, toutes trois guillotinées. Elles furent jetées dans une fosse commune avec 1600 autres victimes lors de la folie révolutionnaire. Ni cercueil, ni linceul, ni marque qui puisse permettre aux parents des victimes d'alors de reconnaître les leurs. Après la Révolution, une souscription fut ouverte par les familles des victimes. On érigea un mur, on releva le monastère, construit un couvent, et l'on établit un cimetière privé aux abords du Charnier. C'est donc là que la marquise choisit d'être enterrée auprès des siens. Le marquis, conformément à ses propres souhaits, la rejoindra dans ce même cimetière 27 ans plus tard. Alors, le décès d'Adrienne de Lafayette rappelle au marquis qu'il ne peut occulter un fait majeur de sa vie, son infidélité. Jeune marié, il s'était en effet amouraché d'Aglaé, comtesse de Hunolstein. C'était l'épouse d'un officier de l'Ancien Régime, originaire de Metz, en Lorraine. Très en vue à Versailles, la beauté de la comtesse n'avait pas laissé le marquis indifférent. Et à son retour d'Amérique, le jeune aristocrate, devenu héros, était alors son amant. Le duc de Noailles, furieux de l'infidélité de son gendre, avait exigé le départ de la cour de la comtesse, et malgré la persistance du marquis, elle dut rejoindre un couvent. Le marquis eut d'autres affaires, avec la comtesse de la Chartre, par exemple. Elle fut l'épouse du gouverneur du palais des Tuileries. Leur aventure avait duré 4 ans lors de la période révolutionnaire, comme l'attestent de nombreuses lettres intimes. Les implications furent douloureuses pour Madame de Lafayette. Des tensions familiales et des bruits persistants dans leur cercle social se firent jour. Autre aventure du marquis, la comtesse de Simiane. Cette affaire avait duré plus de 30 années, avec intermittence. L'époux de la comtesse se serait tué par dépit en se tirant une balle dans la tête lors d'une partie de chasse. On le voit donc, si Lafayette est resté loyal toute sa vie à ses idéaux politiques, sa fidélité envers sa femme fut-elle, hélas, intermittente.
C'est donc désormais sans son épouse que Lafayette va affronter la vie. Dans son domaine de Lagrange, il observe avec retenue la scène géopolitique du continent, mais il se garde de tout commentaire public, car de 1807 à 1812, la période est faste pour l'empereur. Napoléon règne sans partage sur la France, le nord de l'Italie et une partie de l'Allemagne. L'Espagne est sous dépendance française et il fait monter ses frères sur les trônes de Hollande, de Naples et de Westphalie. Alors, malgré la dérive autoritaire de Napoléon, Lafayette reconnaît que l'empereur a partiellement réussi là où d'autres avaient échoué auparavant. Soucieux de réconcilier tous les Français, l'empereur est parvenu à apaiser les tensions. Il réforme, il rétablit l'ordre, mais surtout, il relance l'économie. Grâce à une nouvelle institution, la Banque de France, la monnaie s'est stabilisée et la confiance des investisseurs est rétablie. Cette période de croissance propice aux affaires bénéficie grandement au marquis. Bonaparte réforme également le système éducatif. Il crée des collèges, des lycées et des universités accessibles à un large éventail de la société française. Une nouvelle génération de Français instruits voit le jour. Napoléon respecte aussi les particularismes culturels des anciennes provinces, notamment les patois. Il ne cherche pas à anéantir le caractère multiple de la France. Cependant, il rationalise l'administration. Il crée les fonctions de préfet et de maire afin de mieux gérer les départements et les villes. Il développe aussi hôpitaux militaires, hospices et des institutions qui prennent soin des plus fragiles. Malgré ses griefs contre l'empereur, Lafayette se doit de reconnaître toutes ses avancées. Autre point fondamental qui a la faveur de Lafayette, la laïcisation de l'état civil. Ainsi, les registres de baptême, de mariage et de funérailles, qui étaient sous le contrôle exclusif de l'Église, deviennent une fonction de l'État. Avec la sécularisation, l'Église doit en partie renoncer à son rôle d'inspiratrice du droit. Et grâce au Concordat, le pluralisme religieux est reconnu au plus haut sommet de l'État. Ainsi, le protestantisme et le judaïsme sont désormais des cultes reconnus au même titre que le catholicisme. Mais tout ne trouve pas grâce aux yeux de Lafayette. Le marquis est en désaccord avec Napoléon en ce qui concerne le droit des femmes, et plus particulièrement le droit des femmes mariées, car l'empereur revient sur certains acquis de la Révolution. Ainsi, la femme est de nouveau soumise à l'autorité de son père ou de son mari. L'égalité des époux dans la gestion des biens communs n'existe donc pas, car en se mariant, la femme doit renoncer à son autonomie. Il n'y a en fait que les femmes seules ou veuves qui ont le droit de gérer leurs biens et peuvent accéder à la propriété. Autre contentieux, l'esclavage.
Entre 1802 et 1804, pressé par les milieux économiques, Napoléon, alors consul, avait rétabli l'esclavage, pourtant aboli en 1794. Influencé par le milieu colonial qui entoure sa femme Joséphine, une créole issue d'une famille de planteurs, il va céder à leur pression. Le retour de l'esclavage s'accompagne d'un autre recul majeur. Alors qu'en 1792, la citoyenneté française avait été accordée aux gens de couleur libres, elle leur est désormais interdite. Et les mariages mixtes, eux aussi, sont interdits. Toutes ces régressions successives sont donc en totale opposition avec les valeurs humanistes du marquis de Lafayette. Mais Napoléon va bientôt négliger les affaires intérieures pour se concentrer sur des guerres d'agression. En 1812, l'empereur commet une erreur stratégique qui va précipiter sa chute. Il décide de rompre son alliance avec le tsar Alexandre Ier suite à un désaccord sur l'avenir de la Pologne. Avec un demi-million de soldats issus de tout l'Empire, l'empereur se lance à l'assaut de la Russie. Il remporte certes des victoires, mais à un prix humain exorbitant. La retraite de Russie est alors inévitable. L'armée impériale perd plus de 350 000 soldats et l'on compte près de 200 000 victimes chez les Russes. Lafayette, qui connaît le prix du sang, se désole. Finalement, l'Empire chute en 1814. Napoléon se voit donc contraint à l'exil sur l'île d'Elbe. La fin de l'Empire marque le retour de la monarchie. Lafayette réapparaît sur la scène politique après plus de 12 années de silence. Il se rallie aux frères de Louis XVI, le comte de Provence, de retour d'exil. Finalement, il est heureux de voir le retour des princes Bourbons qu'il avait côtoyés dans sa jeunesse. Et il remet pour l'occasion son uniforme de général et la cocarde blanche. Il se rend aux Tuileries afin d'y rencontrer Louis XVIII, le nouveau souverain français. Alors, je vous invite donc à me retrouver le mercredi 18 décembre, je crois, afin de conclure notre série sur la vie du marquis. Je vous parlerai alors des tribulations de Lafayette sous la Restauration, mais aussi de l'influence considérable qu'il a exercée lors de cette période charnière de l'histoire de France. À bientôt et merci de votre attention. Merci beaucoup.